Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités exceptionnels, grands témoins de l'histoire de l'alerte scientifique sur le réchauffement climatique et des négociations climatiques. Honoured to have Michael Zama-Coutillo. Michael has spent a significant proportion of his career in and around the United Nations on development. Le paléo-climatologue et glaciologue Jean Jouzel, grand pédagogue et lanceur d'alerte infatigable depuis des années, expert du GIEC, médaille d'or du CNRS en 2002. En effet, pour cette deuxième partie de notre série sur l'alerte scientifique sur le réchauffement climatique, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Michael Zama-Coutillo et Jean Jouzel. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans le climat en question. Je me permets de vous tutoyer dans cet épisode puisqu'on se connaît bien. Et dans un podcast, on n'a pas besoin de faire semblant. Et je vais rappeler très rapidement quelques éléments de vos longues biographies dont on a entendu quelques extraits à l'instant. Alors, toi, Michael, tu as fait l'ensemble de ta carrière à l'ONU. Tu as été amené dans les années 90 à organiser les négociations qui conduiront à l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou en plus simple, la Convention climat. Et tu joueras par la suite un rôle très important dans les négociations climatiques. On y reviendra. Tu es maltais, je le précise, mais on a la chance que tu parles parfaitement français. Toi, Jean, tu es paléoclimatologue, tu as une longue carrière scientifique et tu as joué un rôle important au GIEC où tu as notamment été le vice-président en charge du groupe 1. Le groupe 1, on en a discuté au dernier épisode avec Sylvestre et Gilles, c'est le groupe des scientifiques et j'invite nos auditrices et nos auditeurs, si ce n'est pas encore fait, à écouter ou réécouter cet épisode pour en savoir plus sur l'alerte scientifique sur le réchauffement climatique. Et donc tu as participé à d'importantes découvertes sur le réchauffement climatique au cours des dernières décennies. Alors est-ce que tu peux nous raconter cette histoire et comment tu as perçu les changements au cours du temps sur cette alerte scientifique sur le réchauffement climatique? Donc moi j'ai commencé ma carrière au début des années 70, fin des années 60, et je me suis très rapidement intéressé à l'étude des glaces polaires, et en particulier j'ai eu la chance de participer à tous ces grands projets de forage, à commencer par celui de Doomsday, et surtout, nous arrivons rapidement dans les années 80, celui de Vostok. Alors notre contribution, notre laboratoire à Saclay était d'analyser ces glaces et de reconstruire l'évolution des températures dans le passé. J'ai eu l'opportunité de participer, je dirais, à cette découverte. Nous sommes en 1987 du lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. Alors, l'alerte est donnée par les modélisateurs du climat, si on repart du rapport Charnay, et puis toute une série de modélisations. Ce sont bien les modélisateurs qui ont tiré ce sonnette d'alarme, mais c'est vrai que la découverte de Vostok, ce lien entre climat et effet de serre dans le passé, a vraiment apporté un témoignage très concret à ce lien entre climat et effet de serre. En fait, avant cette découverte, quand on parlait d'effet de serre, on parlait plutôt d'une façon théorique, ou bien on évoquait les climats de Vénus ou de Mars qui étaient différents de celui de la Terre, en particulier à cause d'une composition de l'atmosphère différente. Alors, un autre point, j'en terminerai là, pour moi qui a été très important dans les années 80, c'est que j'ai passé, une partie de mon temps aux États-Unis, à New York, en travaillant à la fois au GIS, dans ce laboratoire dirigé par Jim Hansen, et j'ai suivi au cours des années 80 toute cette trajectoire de Jim Hansen, son audition au Sénat en 1988, et puis je travaillais également avec Wally Broecker, qui a été le premier en 1975 à vraiment mettre en avant cette idée d'un changement global, d'un réchauffement global lié aux activités humaines. C'était Are we on the brink of the global warming? C'était un papier en 1975, et j'ai vraiment eu la chance, dans les années 80, de collaborer, de travailler à la fois avec Jim Hansen et Wally Broecker. Donc, j'étais à l'inverse trop jeune pour participer moi-même à la mise sur pied du GIEC. Je m'y suis intéressé, mais je n'ai pas participé directement à toutes les réunions qui ont eu lieu à Villars ou des réunions climat organisées à Genève, par exemple. Mais à l'époque, vous vous rendiez déjà compte de l'importance de cette découverte, non seulement pour confirmer les projections des modélisateurs, mais aussi pour sonner l'alarme climatique? Oui, bien sûr. Je me souviendrai toujours de l'avoir présenté au GIS devant Jim Hansen et Wally Broecker. On est en 84 ou 85, et bien sûr, la publication, c'est 2 ans plus tard. Et vraiment, oui, j'étais conscient. Moi, j'étais déjà convaincu de la réalité du réchauffement climatique. Les modélisateurs m'avaient convaincu. Il faut dire que cette découverte a eu vraiment
beaucoup, disons, de visibilité à cette époque. Là, des interviews dans le New York Times, par exemple, à ce moment-là, c'était pas courant pour un jeune chercheur français. C'était une surprise, il faut bien voir. La première mesure qu'on a, c'est celle de la reconstruction des températures, et puis nos collègues grenoblois prenaient un peu plus de temps pour mesurer la composition du CO2, du gaz carbonique dans les petites bulles, et on voyait à mesure que les points s'accumulaient, on voyait cette relation se mettre en place. C'était vraiment extraordinaire, oui. Et on a compris tout de suite l'impact qu'aurait cette découverte sur les négociations dans le cadre de la mise sur pied du GIEC, qui était déjà pratiquement actée en 1987. Mais c'est vrai que les décideurs politiques ont commencé à brandir cette courbe dans ces réunions et, disons, ça a porté sa pierre. Alors justement, venons-en à ces négociations climatiques et je me tourne maintenant vers Michael. Toi, dans les années 90, tu étais où? Tu faisais quoi? Je travaillais à l'ONU, à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. J'ai passé toute ma carrière autour du développement, sauf quelques années dans le secrétariat de la conférence de Stockholm sur l'environnement. C'était la première fois que l'environnement était mis sur l'ordre du jour de l'ONU. J'y ai participé, mais plutôt au développement. Un jour, je parlais à un groupe d'ONG à Genève à propos du commerce. Et je regarde de la fenêtre et je vois une manifestation de Greenpeace avec des gros ballons, avec des visages de Bush papa, de Margaret Thatcher, du roi de l'Arabie Saoudite. Et le slogan était Climate Criminals. C'était l'époque de la deuxième conférence mondiale sur le climat. Et ça m'a paru beaucoup plus intéressant que les négociations commerciales qui se passaient au GATT. Mais alors du coup, j'ai envie de te poser une question un peu similaire à celle que je posais à Sylvestre à l'épisode précédent au sujet de la création du GIEC. Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher toi ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur d'autres fonctionnaires onusiens qui travaillaient peut-être plus directement sur ces questions, comme des personnes travaillant à l'Organisation météorologique mondiale ou peut-être plutôt même au Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui avait déjà joué un rôle clé dans les négociations sur la couche d'ozone quelques années auparavant. Pourquoi toi ? Il y avait une réaction contre cette idée qu'un sujet tellement important pour le développement économique, donc le thème de l'énergie, grosso modo, c'était trop important économiquement pour laisser ça dans les mains des scientifiques, des gens comme Jean, quoi. Donc c'est devenu une question hautement politique. Et bon, je reconstruis l'histoire parce que je n'étais pas conscient de ça. Je crois que c'était le Brésil et le Mexique qui ont commencé à dire que il faut mettre cette négociation sur le climat dans le cadre plus politique de l'Assemblée générale de l'ONU, sous la tutelle du secrétaire général de l'ONU et pas ces agences plutôt spécialisées. Cette résistance a fait son chemin et à la fin, juste avant Noël 90, l'Assemblée générale a adopté la résolution qui lançait les négociations climatiques sous cette forme-là, donc appuyée par le PNUE et l'OMM, mais dans les mains de l'ONU, et ils ont déjà indiqué comme président Jean Ripper, un compatriote à vous deux, pour présider la négociation. Donc, les gens de New York cherchait désespérément quelqu'un qui était déjà un fonctionnaire ONU. C'est ça mon interprétation. Il cherchait quelqu'un qui était déjà sur place à Genève, disponible, qui était ready to go, quoi. Voilà, mon patron m'a approché, il m'a demandé, Michael, qui pourrait faire ça? Et moi, je dis, je parle en anglais là, what about Roger? Et il a dit, what about you? Et alors, what about you? Pourquoi pas toi? Moi, j'ai dit, pourquoi pas? Bon, et je me suis trouvé dans les négociations qui avaient déjà démarré dans la banlieue de Washington, D.C. en février, il y a 30 ans. Donc, c'était un peu un accident de parcours, un accident heureux, mais je ne savais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas expert dans le domaine, j'étais un fonctionnaire ONU qui connaissait les négociations Nord-Sud, ça c'était important, qui avait un lien personnel avec l'histoire de l'environnement à l'ONU et qui savait comment marchait la machine de l'ONU, les négociations, les réunions, etc., etc. Et après ce virage donc vers les négociations climatiques, tu as continué dans ce domaine pour le reste de ta carrière? J'ai continué sur ce chemin, toujours en gardant l'importance du développement en tête, la justice,
dans les réponses aux dangers climatiques, le fait qu'il faut aussi penser à la lutte contre la pauvreté et assurer l'accès à l'énergie pour les gens pauvres qui en avaient besoin. Donc cette formation-là est restée dans ma tête, mais je me suis axé sur les négociations climatiques, jamais dans la science, mais toujours les négociations. Après, je continuais comme ambassadeur de Malte pour le climat. J'ai présidé un peu les choses, c'était pas un grand succès, mais enfin, j'étais dans ce processus-là jusqu'à Paris, et puis j'ai pris la retraite pour la Xème fois. Et quand tu travaillais au cœur des négociations climatiques, quelles étaient les interactions que tu as pu avoir avec le GIEC et avec des scientifiques comme Jean Jouzel? Difficile à dire. Il y avait un élan dans les négociations, beaucoup de blocages, beaucoup de gens qui faisaient objection aux leçons, aux messages qui nous arrivaient des scientifiques d'ailleurs. Les lobbies du pétrole et du charbon étaient très forts dans les négociations. La délégation de l'Arabie saoudite, à un certain temps, ils ont mis les bâtons dans les roues. Donc, c'est intéressant de voir, même au début, dans la convention de 92, il n'y a pas de référence au GIEC, qui avait déjà fait son premier rapport en 90. C'est impressionnant, ça m'a frappé en relisant ça récemment. Une chose que je dirais, c'est que j'avais une fois posé la question au président du GIEC, Bert Bolin. La convention parle de danger. Pourquoi vous, les scientifiques, ne dites pas à quel niveau de concentration atmosphérique de gaz à effet de serre on approche le danger? Et sa réponse était plus ou moins: nous vous disons qu'est-ce que sont les conséquences de l'action ou de l'inaction, mais c'est à vous, enfin, c'est aux politiciens de décider jusqu'où ils peuvent aller, où ils veulent aller. Pour moi, ça c'était la relation entre la science et la négociation. Effectivement, la Convention climat elle-même parle de conséquences dangereuses, pour éviter les conséquences dangereuses sur le système climatique sans en définir le niveau. Il a fallu aussi pas mal de travail, en particulier sur les conséquences du réchauffement climatique, pour être en mesure, pour que la communauté scientifique soit en mesure de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un niveau dangereux? Et comment ils répondent à cette question alors les scientifiques? Qu'est-ce que c'est un niveau dangereux? La réponse est maintenant quand même assez clairement, c'est 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors c'est un peu à la louche, hein, ces 2 degrés, mais on a vraiment beaucoup d'indices quand même qui montrent que si on va au-delà de 2 degrés, eh bien plus on s'en éloigne, plus on prend de risques dans beaucoup de domaines, et voilà, et le climat devient vraiment dangereux. Mais ce niveau dangereux à ne pas dépasser, à quel moment il est traduit dans les textes de négociation? C'est l'Europe qui a quand même joué un rôle au début des années 2000, qui c'est simplement à partir de Copenhague qu'on a évoqué comme niveau de danger, comme niveau qu'il faudrait mieux ne pas dépasser 2 degrés, et si possible 1,5 degré, et ça, ça s'est formalisé dans l'accord de Paris. Donc, disons, il y a un long chemin en 23 ans entre la Convention climat et dans l'accord de Paris, où on passe vraiment à un objectif chiffré. Et ce long cheminement, tu penses qu'il était nécessaire? C'était pas possible d'avoir le GIEC qui donne des recommandations claires aux politiques dès le début? Nous sommes très attachés, vu du GIEC, à la mission qui est celle du GIEC, c'est-à-dire de faire un diagnostic et non pas de faire des recommandations. Je crois que, je dis de façon peut-être simpliste, que le rôle de notre communauté scientifique à travers le GIEC, eh bien, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. Et c'est cet esprit-là qui est resté et qui reste celui du GIEC et qui, pour moi, en fait sa force. Voilà, si le GIEC faisait des recommandations, je crois que ce serait une erreur. Je pense qu'il faut se limiter à ce diagnostic. Maintenant, j'ai une question peut-être pas très intéressante pour les gens qui nous écoutent, mais enfin, c'est une question sur l'interface entre la science et la politique. J'ai une question à laquelle je ne connais pas la réponse. C'est pour ça que je pose cette question à Jean. Les rapports du GIEC qui sont construits par les scientifiques terminent avec ce qu'on appelle en anglais « Summary for Policymakers ». Je ne sais pas comment on traduit ça, résumé pour décideurs. Résumé pour décideurs. Et à ce niveau-là, on voit que les négociateurs entrent dans le domaine des scientifiques et essayent d'orienter ce
résumer dans une direction qui leur convient. Alors là, on voit de nouveau l'Arabie saoudite, ou les États-Unis, ou la Russie, ou je ne sais pas qui, entrer dans la discussion presque avec la casquette de négociateur pour influencer la conclusion qu'ils vont passer aux médias, au public. Ça m'a toujours mystifié. Oui, et Jean, toi, tu y as participé très directement à ces longues négociations pour l'adoption du résumé pour décideurs des rapports du GIEC. Alors, est-ce que tu as l'impression, comme dit Michael, est-ce qu'il y a un risque de reprise en main de la science par les négociatrices et les négociateurs? Je pense que c'est justement ce processus d'adoption qui assure la visibilité du GIEC. Pourquoi? Vraiment, l'idée du résumé pour décideurs est que les scientifiques arrivent à cette séance d'adoption avec un document qui va être discuté ligne à ligne. Alors, ce document, ce sont les scientifiques du GIEC qui l'ont préparé. Et en face, il y a effectivement les représentants du gouvernement qui vont essayer de faire passer effectivement leurs idées. Mais ils ont une barrière très importante. S'ils veulent changer quelque chose, il faut qu'ils en trouvent la trace dans le gros rapport du GIEC, dans le rapport lui-même, qui souvent fait 1500 pages. Donc, sur le fond, les représentants des gouvernements n'ont pas le moyen de changer le contenu du rapport. Donc le jeu des représentants des gouvernements consiste à essayer de mettre l'accent sur un point ou un autre, suivant qu'ils sont favorables, disons qu'ils sont plutôt dans la ligne de ceux qui accordent du crédit à la réalité du réchauffement climatique, à l'urgence de lutter contre ce réchauffement climatique, ou d'autres, effectivement l'Arabie saoudite, qui ont quand même tendance à tout faire pour que cette société sans carbone, sobre en carbone, ne voit pas le jour. Alors c'est un jeu qui peut durer 8 jours et des nuits souvent, mais qui se solde par un document final qui est très proche, au moins dans le fond, dans le contenu, de ce que les scientifiques ont mis sur la table le premier jour de cette semaine d'adoption. Et à la fin de ces négociations, ça se termine toujours bien? Il y a eu 2 exceptions, je les ai vécues. Alors, une exception qui était le 4e rapport en 2007 du groupe 2, qui a eu pratiquement toute une nuit des échanges sur la réalité de ce qu'affirmaient certains scientifiques, c'est-à-dire que plein d'indices qui vont dans le sens du réchauffement climatique. La nature, les dates des vendanges en France, voilà, donc il suffit de regarder la nature pour comprendre la réalité du réchauffement climatique. Et donc les scientifiques voulaient assortir cette conclusion d'un qualificatif de très faible incertitude, je ne sais plus exactement, et par contre certains pays disaient mais moi on n'a pas ça chez nous, donc on ne peut pas dire que c'est une réalité, et donc au départ ils ne voulaient pas de cette conclusion. Et à la fin, cette conclusion est restée, mais simplement sans qualificatif dans le rapport du GIEC. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième discussion, c'était sur le 5e rapport du GIEC, le rapport du groupe 3, où il y avait une figure qui faisait un tableau du niveau des émissions par rapport au niveau de développement des différents pays, par catégorie de pays en fonction de leur développement. Et beaucoup de pays ne voulaient absolument pas de cette figure parce qu'ils craignaient, enfin c'est ce qu'on comprenait, ils craignaient que mettre cette figure dans le résumé pour décideurs, on servirait à la Convention climat pour fixer des objectifs, disons pour différents pays. Donc voilà, et ça s'est terminé. Effectivement, cette figure n'est pas dans le résumé pour décideurs, mais elle est toujours disponible dans le résumé technique. Donc j'ai analysé ça une vingtaine de fois. À l'issue de ce processus d'adoption, on peut vraiment dire que le résumé pour décideurs est toujours la possession des scientifiques. Ça, c'est un point très positif. L'intérêt maintenant, c'est que c'est un véritable processus d'adoption. C'est vraiment au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'une fois que le processus que le rapport du GIEC ont été adoptés, eh bien, on commence, toutes les COP commencent, généralement, alors il y a aussi 2 cas, mais généralement, et ça a été le cas encore pour le 5e rapport du GIEC à Paris, eh bien, on commence ces conventions climat et on ne revient pas sur les aspects scientifiques. Et je crois que sans ce processus d'adoption, eh bien, chaque convention climat commencerait par une discussion sur la réalité du réchauffement climatique, sur l'urgence climatique. Et l'intérêt de ce processus d'adoption, c'est que ce n'est pas le cas. En quelque sorte, ce processus d'adoption importe
quelques négociateurs politiques, mais aide la digestion des résultats du GIEC par le processus politique dans le cadre de la Convention. Oui. Mais il y a aussi quand même une dualité extrêmement productive entre le monde scientifique, celui du GIEC, et le monde politique, celui des conférences climat. Quand on regarde dès le deuxième rapport du GIEC, nous sommes cette fois donc 95, Kyoto en 97. Si vous vous y perdez un peu entre toutes ces dates et toutes ces réunions climat de Paris à Kyoto en passant par Copenhague, vous inquiétez pas, on partagera sur les réseaux sociaux une frise chronologique pour vous aider à vous y retrouver. Et très largement, je crois y compris Al Gore d'ailleurs à l'époque, disons il a emporté le morceau, c'est-à-dire disons le protocole de Kyoto, largement grâce à ce diagnostic du GIEC qui était très prudent, il y a un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur le climat. Ça, c'est la conclusion la plus importante du deuxième rapport du GIEC. Et elle a clairement joué un rôle dans la mise en place du protocole de Kyoto. Peut-être que sans cette conclusion, même très prudente du GIEC, eh bien, le protocole de Kyoto n'aura-t-il pas été mis en place. Et quand on regarde l'accord de Paris, par exemple, eh bien, il s'appuie quand même sur le cinquième rapport du GIEC, y compris pour dire que les engagements qui sont pris sont loin du compte. Disons que l'objectif des scientifiques a, je crois, été atteint. Les rapports du GIEC deviennent la Bible des négociateurs du climat. Et c'est un peu le cas, je crois, quand même. Ce n'était peut-être pas le cas au début, Michael, c'est vrai, mais je crois que c'est le cas. J'ai tout à fait d'accord avec toi que chaque décision importante au niveau politique a été précédée par un diagnostic du GIEC. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre le GIEC et la politique. Le rapport de 1995 était clair. Le protocole de Kyoto a été adopté avec la participation de Al Gore, qui était envoyé par Bill Clinton pour donner son OK, son feu vert. Ils ont fait ça, sachant déjà que ça ne passerait pas de Sénat. 95 contre 0, tous les sénateurs, y compris un certain M. Biden, contre un accord qui n'impliquerait pas des engagements des économies émergentes majeures, quoi. Même avec un message clair de la science et une convention, enfin un protocole bien designed, surtout en Amérique, ça n'a pas passé la barrière politique là-bas. Passons à Paris en 2015. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y avait un but chiffré finalement. Enfin, finalement, c'était déjà là à Copenhague, mais Copenhague n'était pas très clair. Paris était très clair, 2 degrés si possible, 1,5 net, 0 net 2050, mais pas d'obligation sur le pays, disons, pas d'obligation quantifiée. Kyoto avait quantifié, Paris ne quantifie pas. Faites votre mieux, messieurs, dames. Et tous les 5 ans, il faut faire encore mieux, encore plus. Et là, ça passait très bien aux États-Unis. Alors il faut tenir en compte, disons, la progression scientifique et il y a des difficultés qui restent toujours, comment embarquer les Américains et comment les garder à bord. Oui, oui, je suis un peu plus du côté, je défends j'aimerais quand même dire que notre communauté scientifique a fait quand même, enfin, disons, je pense que notre communauté scientifique a vraiment été efficace, a fourni des informations tout à fait pertinentes et ce n'est pas de la faute de la communauté scientifique si la Convention climat a échoué, donc ce sont plus des décisions politiques, mais je ne pense pas qu'on pouvait attendre plus de la communauté scientifique par rapport à la mission qui lui était donnée dans le GIEC, c'est-à-dire de fournir aux décideurs politiques, je simplifie, des éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. C'était ça mon point. Je suis tout à fait d'accord avec Jean que les scientifiques ont fait leur travail, mais le monde politique n'écoute pas suffisamment ce que disent les scientifiques. Maintenant, du point de vue politique, je m'y intéresse également. J'ai vu comment ça fonctionnait du côté de la délégation française et
Mais Michael, tu étais vraiment très impliqué. Là, ce qui a fait le succès de l'accord de Paris, c'est le fait que la Convention climat ait complètement changé son fusil d'épaule entre Kyoto, Copenhague, où la Convention climat essayait, enfin, disons, a essayé de fixer des objectifs de réduction pour les pays développés, et Paris, où, disons, l'idée a été plutôt de demander effectivement, comme tu l'as dit, à chaque pays ce qu'il pouvait éventuellement faire en termes de réduction des émissions, mais aussi d'adaptation. C'était ça l'esprit. Donc, dans la mesure où ces engagements étaient effectivement n'ont pas été discutés, pratiquement tous les pays ont signé disons, l'accord de Paris, et c'est cette universalité de l'accord de Paris qui a fait son succès. Bien sûr, les engagements ne sont pas à la hauteur, on le sait tous, mais son universalité a d'ailleurs été rompue, bien sûr, à cause de Donald Trump, et nous pouvons être vraiment très heureux que les États-Unis soient de nouveau dans l'accord de Paris. C'est très important. On reviendra sur l'accord de Paris dans un prochain épisode, mais pour conclure sur cette interface entre politique et scientifique, une petite anecdote. Moi, il y a 10 ans, j'étais encore étudiante à Sciences Po et en sciences environnementales à Paris 6 en parallèle, et je me souviens qu'on t'avait invité, Jean, avec Laurence Tubiana, pour faire une conférence, je crois, sur la gouvernance du climat, et on nous avait donné une petite salle au fin fond d'un bâtiment assez isolé. On avait dû avoir 50 personnes maximum, et je pense qu'à l'époque, on était déjà très contents. Et je me souviens, à l'époque, de discussions assez animées avec Richard Descoings, et qui était le directeur de Sciences Po à l'époque, et avec le directeur de la scolarité, sur cette question de l'importance de la sensibilisation de l'ensemble des étudiants aux enjeux climatiques. Et à l'époque, je me souviens qu'ils trouvaient ça assez important, mais enfin assez amusant que je puisse penser que tous les étudiants devraient avoir entendu parler du GIEC, par exemple. Alors depuis, ça a beaucoup changé, ils ont fait beaucoup d'efforts, que ce soit à Sciences Po, dans l'enseignement supérieur en général, et je vois énormément d'initiatives prises par les étudiants et les étudiantes qui sont vraiment super. Mais je me demandais si vous aviez vu ce changement au cours des 10 dernières années dans la conscientisation et la compréhension des enjeux climatiques. Sciences Po, effectivement, j'ai assuré un module donc assez court avec Hervé Le Treut, mais en fait, ça ne touchait qu'une trentaine d'étudiants, comme chaque module de Sciences Po, donc c'était très limité. Mais là-dessus, disons, sur cette nécessité que les jeunes sachent ce qu'est le GIEC et plus généralement la transition écologique, la transition climatique, disons là, c'est une de mes activités actuellement, puisque je préside un groupe de travail dont l'objectif est, disons, que peut-on faire pour que tous les étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique. Évidemment, le GIEC est inclus là-dedans. Ce n'est pas simplement la transition climatique, la transition énergétique, mais la transition écologique. Et on partagera d'ailleurs quelques exemples d'initiatives qui ont été prises au cours des dernières années, certaines depuis très longtemps, pour sensibiliser les jeunes, pas seulement les jeunes d'ailleurs, aux questions et aux enjeux du réchauffement climatique et de la transition plus généralement. Et n'hésitez pas à nous faire part des initiatives que vous connaissez pour qu'on puisse aussi les relayer. Et on consacrera un épisode spécifiquement à cette question de la formation et de l'information sur ces enjeux complexes liés au réchauffement climatique. Et c'est vraiment très important, et tu as raison de le dire, que eh bien, les étudiants, quelle que soit la filière qu'ils prennent, sachent vraiment de quoi ils parlent quand ils parlent de transition. Et ce n'est pas le cas actuellement dans nos élites, qu'elles soient politiques ou économiques. Tous les décideurs économiques, les décideurs politiques, certains n'ont aucune notion de la réalité du réchauffement climatique, ne savent pas ne saurait pas en parler plus de 30 secondes ou en parle de façon erronée. Donc oui, l'éducation est très importante. Il y a quand même plus de monde. Je vois aussi maintenant, il y a plus d'intérêt. Il y a eu en France 15 000 étudiants qui ont signé, disons, un appel pour un réveil écologique. Donc ça bouge. Il y a eu bien sûr toutes les manifestations des jeunes, des étudiants, en particulier bien sûr avec Greta Thunberg, mais il y a une dynamique qui se met en place. Et toi, Michael, du côté des négociateurs, quel changement t'as vu? Disons, il y avait tout au début beaucoup de gens qui niaient l'effet humain sur le climat. Je me souviens d'un délégué d'un très grand pays émergent qui parlait de taches solaires. Il y a beaucoup moins de gens qui repoussent la science climatique. Il y a toujours quelques noyaux de climate deniers aux États-Unis surtout, mais en général, le message passe. Puisque j'en parle de la jeunesse, il y a un aspect de l'intervention de la jeunesse. C'est la tendance de dramatiser et de parler de l'extinction. Alors, je ne suis pas sûr, parce que
Bon, moi, je ne suis pas convaincu que l'espèce humaine est en danger d'extinction. Ce que je vois, c'est que il y a déjà pour beaucoup de monde, des milliards dans ce monde actuel, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés de survivre contre la pauvreté. La vie va être plus difficile, c'est ça le message qui me convainc, mais je trouve qu'il y a un danger que l'exagération du message peut créer une réaction négative de nouveau, comme la réaction initiale il y a 30 ans. Moi, je ne suis pas sur cette ligne non plus, disons, d'un monde qui s'effondrerait, en tout cas pas sur cette ligne d'un monde qui s'effondrerait à cause du réchauffement climatique. Je ne crois pas non plus à l'extinction de l'espèce humaine. Ce que je pense, c'est que, je dis ça souvent, la première conséquence du réchauffement climatique, alors si on ne prend pas les conséquences une par une, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités. Je me suis intéressé à ces aspects de justice climatique, ou en fait d'injustice climatique. Ce sont une vulnérabilité dans certains pays, mais c'est vrai aussi dans les pays riches. Il y a les couches les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique sont très souvent aussi disons, les populations aux plus bas revenus. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut quand même tenir compte de cela. Et je dis aussi quelquefois que par rapport à ceux qui parlent d'extinction de l'humanité, non, le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où il fait bon vivre sur cette planète. Je suis là aussi un peu simpliste et évidemment, disons, le milliard ou les quelques milliards de personnes qui auraient les moyens suffisants pour aller dans ces régions les trouveront toujours. Il y aura toujours des régions habitables sur cette planète et il n'y a aucune raison que le réchauffement climatique nous amène à une extinction. À l'inverse, un réchauffement climatique très important, de 4 à 5 degrés, il y a des conditions d'humidité et de température qui sont telles qu'il y a certaines régions qui pourraient devenir invivables. Alors, des régions invivables, ce sont des régions où, disons, l'été, on ne pourrait pas aller dehors. Ce ne sont pas des régions où on meurt tout de suite, hein, donc ce n'est pas ça du tout. Elle couvrirait par exemple en Chine une région où il y a actuellement 500 millions d'habitants, hein, donc où les conditions avec 4 ou 5 degrés de plus deviendraient invivables. Au-delà du débat sur la collapsologie ou l'extinction, je trouve qu'il y a quand même pour ma génération et peut-être encore plus pour les plus jeunes, un certain découragement, en tout cas une certaine déprime à se dire ça fait tellement longtemps qu'on pousse ces messages. Moi, en préparant ces épisodes, je vois à quel point ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme scientifique, ça fait longtemps qu'on a compris qu'il y avait un problème pour le réchauffement climatique. Tu le disais toi-même dans un film que tu m'as envoyé pour préparer cet épisode, Jean, et qu'on partagera sur les réseaux sociaux. Dans les années 2007, quand le GIEC reçoit le prix Nobel, vous vous dites ça y est, vous êtes enfin très optimiste. Et puis voilà où on en est, en 2021, la seule vraie baisse des émissions, ça a été à cause de la crise du coronavirus. Donc comment vous vous sentez, après tellement d'années, avoir travaillé sur le climat, avoir sonné l'alerte? Vous êtes optimiste? Oui, alors moi j'étais très heureux et je remercie des gens comme Michael après la conférence de Paris, justement parce que son universalité avait donné de l'espoir. Cet espoir a été douché par le retrait des États-Unis. C'est aussi un espoir qui est quand même ténu puisque, disons, il faudrait multiplier par 3 les engagements de l'accord de Paris sur la période 2020-2030 pour être en mesure de rester sur une trajectoire compatible avec 2 degrés, la multiplier par 5 pour 1,5 degré. Donc on voit bien que le chemin à parcourir au cours des 10 prochaines années est énorme. Mais bon, j'aime bien donner, pour terminer, des raisons d'optimisme, enfin en tout cas par rapport à ce que tu dis, Céline. Ce qui m'a, disons, peut-être redonné un peu d'espoir, c'est ces annonces quand même de l'Europe, maintenant des États-Unis, de Joe Biden, d'un objectif neutralité carbone en 2050 qui est partagé par de nombreux autres pays, hein, donc bien sûr la Corée, le Canada, en tout, je crois qu'il y a maintenant 80 pays qui ont annoncé, ils ont mis sur la table cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la Chine pour 2060. Donc ça redonne un peu d'optimisme, mais je vois que je ne
je n'imagine pas qu'on puisse respecter ces objectifs si l'effort n'est pas fait sur les 10 prochaines années. Il faut agir tout de suite pour être en mesure d'atteindre notre neutralité carbone en 2050. Je l'appelle de tous mes voeux, mais je suis plutôt assez sceptique sur la capacité, y compris d'un pays comme la France, de l'Europe, à tenir les objectifs qui sont affichés. Ça, je me dis, les pays ne peuvent quand même pas afficher cela, presque l'ensemble des pays ne peut pas affirmer cela, et ne rien faire tout de suite. Une autre raison d'optimisme, c'est effectivement mon engagement, ma conviction, et ça s'est traduit par l'engagement qu'on a pris avec Pierre Laroutourou de ce pacte finance-climat européen. D'une certaine façon, cette transition, elle reste techniquement possible. Elle demande effectivement une certaine sobriété, mais je crois qu'elle sera synonyme pour ta génération et pour les jeunes d'aujourd'hui de création d'emplois. Elle est synonyme aussi de qualité de vie améliorée, je le crois sincèrement. Elle est aussi synonyme d'une certaine attractivité parce que, disons, nous sommes dans un monde de chercheurs, d'un monde peut-être d'intellectuels, en tout cas d'un monde de la recherche, dont moi je suis issu. Et réussir cette transition, c'est aussi beaucoup de recherche, d'innovation, pas simplement innovation technologique, innovation sociale. Donc j'invite la génération des jeunes à voir cette société vers laquelle nous souhaitons qu'ils se dirigent, et bien de façon plutôt positive. Je sais les difficultés, je sais que c'est un peu un rêve, mais j'aimerais terminer par un peu d'optimisme, cet optimisme que j'avais après l'accord de Paris. Voilà un peu ma conclusion, mais gardons un peu d'optimisme parce qu'il faut réussir cette transition. On ne peut pas raisonnablement emmener votre génération, enfin, toi tu seras là, Céline, et les plus jeunes, vers un climat, dans la deuxième partie de ce siècle, des réchauffements de 3, 4, 5 degrés qui se poursuivraient au cours du siècle prochain. On ne peut pas faire ça. Donc cette transition, elle est inéluctable et ce sont les pays, les secteurs d'activité qui, disons, la prendront en main les premiers qui gagneront écologiquement mais aussi économiquement. C'est vraiment ma conviction. Et toi, Michael, qui avait justement commencé ta carrière sur ces questions de développement, qui l'a poursuivi sur les questions climat, après toutes ces années de négociations, comment tu vois le futur ? Bon, j'apporte avec moi toujours l'idée de la justice, de la solidarité, je vois toujours le problème de l'inégalité. Même, par exemple, dans la réponse au Covid, on a des beaux paroles sur la distribution des vaccinations, mais ce n'est pas ça qui se passe. Bon, je suis d'accord, si j'ai bien compris Jean, je suis d'accord avec l'importance de nous concentrer sur les 10 années qui viennent. Bon, 2050, zéro net, c'est loin, mais sur les 10 ans qui viennent, on a de la chance à instaurer des politiques qui auront des résultats visibles, qui nous amènent vers le zéro net. Et pour moi, ce qui est clair qu'au début des négociations, on regardait la réponse au changement climatique comme un fardeau économique. Donc il fallait repousser le fardeau sur l'autre. Maintenant, si on peut changer la vision aux occasions qui représentent une économie durable, là, je vois la possibilité d'avancer et j'aimerais bien que la conférence de novembre à Glasgow, si ça se passe, enfin espérons que ça se passe, fera plus que enregistrer toutes les promesses d'action, mais fixe un objectif chiffré qui, pour tout le monde, pour l'année 2030. Ça, disons, si ça se passe, alors là, je deviens optimiste. Je ne sais pas si je serai là en 2030, mais je pourrais dire ça à mes petits-enfants, qu'ils ont de l'espoir d'aller de l'avant dans un monde plus sain, quoi. Merci beaucoup Michael et merci beaucoup Jean. Ça a été un plaisir et un honneur de vous avoir tous les deux comme invités pour cet épisode du climat en question. Et un grand merci vraiment pour avoir partagé votre regard sur cette histoire qui est aussi la vôtre, sur ces décennies où vous avez œuvré pour sonner l'alarme sur le réchauffement climatique, pour faire avancer les négociations sur le réchauffement climatique. Et je note l'optimisme prudent que vous avez tous les deux évoqué à la fin de cet épisode. Un autre élément qui me semble assez fondamental dont vous avez parlé, c'est l'importance d'aligner l'alerte scientifique
avec le niveau d'ambition, et peut-être encore plus encore, le niveau d'ambition avec des politiques concrètes pour changer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on sait bien que les grands discours et les bonnes intentions ne suffiront pas, et que si l'on veut éviter les conséquences du réchauffement climatique sur lesquelles nous reviendrons dès le prochain épisode, il est impératif d'agir au niveau d'ambition nécessaire dès aujourd'hui. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Un grand merci à Karim Baldé de Baldé Productions et Alexandre Carrier pour leur coup de main, ainsi qu'à Clément Sundang pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires et de toutes vos questions. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou par email, leclimatenquestion@ecomail.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode.